Alors aujourd'hui, donc on accueille maintenant pour 1 heure Manuel Diaz. Donc Manuel Diaz, moi je le connais depuis environ 5 ans. Quand on me demande qui sont pour moi les influenceurs du digital français, vous savez, ce terme qui agace un peu parce qu'on ne sait jamais quoi y mettre et donc qui y mettre, me viennent spontanément des noms comme Olivier Azrati, Gilles Babinet, Aurélie Jean, Manuel Diaz, Valentin Blanchot qui aime les jarrets. Ce sera filmé, donc à un moment donné on pourra lui dire t'as vu, il y a eu une référence au jarret, c'est une private joke mais c'est pas grave. Et donc Manuel Diaz qui est le président de Imakina. On va bien sûr le laisser nous en dire un petit peu plus. Aujourd'hui, on a eu envie, alors non seulement qu'il vienne parce que c'est toujours un bonheur que de l'écouter, moi ça fait des années qu'il m'inspire à titre personnel, mais surtout il a une force, Manuel, c'est que c'est quelqu'un qui dit vraiment les choses. Avec lui, vous pouvez être sûr que le no bullshit, c'est naturel. Et donc, tout naturellement, on s'est dit, tu vas venir parler à cette Automation Day, mais en mode no bullshit, et on va vraiment dire les choses. On entend tous les jours parler de réorganisation, d'organisation, du marketing, de transformation numérique, enfin tous ces buzzwords comme ça qu'on entend depuis une dizaine d'années. Avec Manuel, aujourd'hui, on va essayer un petit peu de casser tout ça et de dire quelle est la réalité des choses, de la transformation numérique, des organisations, marketing. Ça intéressera quelques personnes que j'ai repérées comme ça là, dans la salle. Donc bienvenue Manuel et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Manuel. C'est sympa de t'avoir avec nous le jour de ton anniversaire. Avec un micro qui marche pas. Il n'était pas ouvert. Ok, super. C'est bon, on t'entend. On va faire ce talk avec Arnaud. On s'est dit on va faire ça sous forme de discussion. C'est quand même le plus facile. Merci, merci d'être là. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'automation marketing. On va parler de marketing surtout. Parce que dans cette expression, il ne faut pas oublier qu'il y a marketing. Et moi, je sais pas, quand on me parle d'automation marketing, j'ai un truc qui me froisse enfin, un tout petit peu. C'est est-ce qu'on peut juste se poser la question de ce qu'on fait comme marketing avant de vouloir l'automatiser? Parce que si on veut automatiser de la merde à grande échelle, c'est super. Mais le marketing qu'on fabrique aujourd'hui est, je trouve, particulièrement d'assez mauvais, d'assez bas niveau. En fait. D'assez bas niveau et un petit peu vieillot, c'est ce que tu reproches souvent, qu'on automatise quelque chose qui est un petit peu rétrograde. Oui, on est déjà en train de se poser la question de comment on va automatiser ce qu'on fait pour le faire plus. D'ailleurs, j'étais frappé par la question quand le speaker précédent demande qu'est-ce que vous inspire l'automation marketing, il y a un des mots qui revient, c'est le spam. Ça montre à quel point on a un amour fou pour le marketing et pour en tout cas la perception que les gens ont du marketing. Et je lisais cette stat incroyable en venant ici, qui est une étude BCG, je crois, et qui dit en gros qu'il y a à peu près 52% du budget qui est mis dans le marketing qui n'est jamais vu et qui n'a pas d'impact. En gros, si vous avez un directeur marketing, 50% de son temps ne sert strictement à rien. Vous payez pour que ce qu'il fabrique ne soit a priori pas vu, n'ait pas d'impact, voire désaimé par certains utilisateurs, en l'occurrence 24% de cette frange-là. Et ça pose quelques questions sur ce qu'on fait tous les jours. Les budgets en question sont souvent des budgets énormes. Donc là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros en fait, mis à mal par des techniques qui ne sont pas les bonnes. Oui, exactement. Et je trouve qu'on ne markete pas pour notre époque. Il y a une question qu'on ne se pose plus beaucoup, c'est qu'en marketing, on applique des recettes qui sont des espèces de vieilles recettes de grand-mère en te disant j'ai toujours fait le clafoutis comme ça, donc tu ne vas pas me changer la recette. Le problème, c'est qu'en marketing, ça ne marche pas comme ça. Moi, je pense puisque l'audience est majoritairement marketing-centrique, moi je pense qu'on a trois choses à faire quand on fait du marketing. La première chose, c'est capturer l'attention. C'est notre premier boulot. Où est-ce qu'est l'attention de votre audience, que vous soyez en B2B, en B2C, etc. La première chose, c'est capturer cette attention. La deuxième chose,
c'est leur donner un contenu qui va les intéresser, qui va mériter cette attention. Et la troisième chose, c'est les convertir. Les convertir vers ce qui est votre KPI. Ça peut être un achat, ça peut être capter de la donnée, ça peut être un clic, ça peut être ce que vous voulez. Mais on a ces trois choses-là à faire. Et sur le premier pilier, vraiment capturer l'attention, mais on est nul, mais nul, à un point mais absolument étourdissant. On continue à appliquer ces vieilles méthodes qui disent bon, ben, on va mettre de l'argent dans une campagne, on va capturer des clics depuis Google ou on va envoyer des emails et puis on se contente. Il y a quand même des gens qui se contentent de taux d'ouverture d'emails qui sont horribles. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans cette industrie, 21 ans, on avait des taux d'ouverture d'email absolument astronomiques. Astronomiques. Aujourd'hui, vous avez des marques. Moi, je croise des marketeurs dans de très grandes marques qui me disent quand j'ai 8% d'ouverture d'email, je suis ravi. Ça veut dire qu'on se contente du fait qu'il y a 92% des gens dans ta base qui vont ignorer ton message, et ça, c'est un bon résultat. Ouais, mais si je peux me permettre, c'est normal qu'il y ait 20 ans, en fait, les gens qui n'étaient pas encore habitués à ça se laissaient emporter, cliquer, ouvraient des mails. 20 ans après, le cerveau a changé, les gens ont changé, se sont consumérisés, on leur envoie des mails depuis 20 ans, comme tu le dis, tous les jours dans leur boîte. À un moment donné, ils ne les ouvrent plus. Donc, ce n'est pas non plus de la faute de la technique en elle-même, c'est l'évolution du grand public ou du B2B d'ailleurs. Moi, je dis pas que c'est de la faute de la technologie, je dis que n'est pas pragmatique. Je suis d'accord, ça veut dire qu'on n'a pas évolué par rapport à ça. Je me souviens de est-ce qu'il y en a qui sont dans le web depuis plus de 15 ans ou dans le digital? Ok. Donc vous vous souvenez de cette époque où on lisait chaque email qui arrivait dans notre inbox, un par un. Et on n'avait pas d'onnerie d'email, en fait, ça n'existait pas. On pensait même qu'ils nous étaient écrits pour nous. C'est cette époque où on avait des taux de lecture absolument astronomiques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un shift dans l'attention. L'attention n'est plus dans l'inbox. Et les gens se sont éduqués par rapport à cet email et ont compris qu'on avait beaucoup d'emails non sollicités, qu'on avait... Alors il y en a certains qui sont mieux écrits que d'autres. Je sais qu'il y a toute une école qui dit « oui, mais c'est parce que le contenu est mauvais, ou c'est parce que tu engages mal, ou que ta subject line n'est pas bonne, ou ton abstract des 2 lignes, etc. » Alors on peut utiliser tous les subterfuges, sauf que l'attention est plus là. L'attention a shifté, et le premier boulot qu'on devrait se poser, et la question qu'on devrait se poser en marketing, c'est de dire « où est l'attention de ma cible ?» Et les réseaux sociaux ont changé ça. D'ailleurs, j'aime pas trop l'expression des réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait tous se mettre d'accord pour dire les réseaux sociaux, c'est l'état actuel du web? Il faut arrêter de distinguer le web et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'état actuel du web. Si vous êtes dans une marque qui a besoin de parler à des 25-35 attirés par, je sais pas moi, la mode, et que vous n'êtes pas dans Instagram, sincèrement, butez-vous. On a dit de no bullshit, mais vous n'êtes pas non plus obligé de vous suider dans les 8 heures qui viennent. Quoi. Vous ne méritez pas l'oxygène que vous respirez, vous êtes en dette par rapport à la planète, en fait. Donc, ça ne sert à rien. Hashtag Automation Day, vous avez quand même pas mal de non mais c'est vrai, à faire. C'est vrai, enfin, on se connaît. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Après, qu'ils ne le fassent pas aujourd'hui, ça m'arrangerait aussi. Hein. Ouais. On pourrait faire un buzz. Est-ce que depuis tout à l'heure, tu n'es pas juste aussi en train de parler d'outbound en fait, versus d'inbound marketing? Tu es en train de dire aussi arrêtons de vendre, donnons envie d'acheter, soyons présents aux bons endroits pour qu'ensuite cette attention qui est naturelle et organique vis-à-vis de nous et qui on est, elle soit naturellement captée. Ce paradigme a changé. Cette attention, il va falloir la mériter, vous n'allez plus pouvoir l'imposer. Je sais qu'on vient du monde d'avant. Le monde d'avant, j'achetais des espaces et j'interrompais du contenu que les gens étaient obligés de voir, et surtout en monocanal, et ils étaient obligés de me voir. Ça, c'est le monde du marketing de l'interruption et de la publicité. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a une délinéarisation des contenus, il y a une délinéarisation des programmes, il y a un multi-broadcasting de ces contenus, on peut le trouver de plein de façons, et vous n'allez pas, par des techniques interruptives, être perçu comme quelqu'un qui a mérité cette attention et qui va fabriquer de l'engagement. Vous allez tout au plus être perçu comme quelqu'un qui permet à ce contenu d'exister. Je ne dis pas que la publicité ne doit plus exister, elle a un rôle
mais je dis que ce n'est pas la meilleure façon de capturer l'attention de votre audience et de rentrer dans une forme d'engagement avec elle. Je suis fasciné d'ailleurs par le fait que dans les organisations aujourd'hui, il y a une décorrélation totale entre la tête et les jambes. Vous posez la question aux organisations françaises, et c'était les patrons du CAC 40 qui étaient interrogés dans ce sondage. Vous leur dites, est-ce que vous vous êtes digital transformé, ce qui ne veut plus rien dire, mais enfin bon, peu importe. Ils répondent à plus de 54% oui. Vous posez la question aux collaborateurs de cette même organisation. 8. À 3%, ils répondent oui. Ah, c'est chaud. 3%. Donc le CEO pense qu'il a mis beaucoup de moyens, qu'il est en train de faire plein de trucs nouveaux, etc., etc. Et ses propres équipes considèrent que pas, peu, voire pas du tout. Il y a dans les organisations une vraie fracture entre ce que pensent les décideurs, ce qu'ils pensent faire, qu'ils investissent, le degré d'innovation qu'ils mettent dans leurs organisations et la réalité de ce que leurs équipes vivent au quotidien. Donc moi j'en vois toute l'année et à plein d'endroits sur la planète, je vois des CEO qui disent « je suis très fier du fait qu'on ait fait ceci, qu'on ait fait cela, etc. » Puis quand tu descends dans ces équipes, même des fois dans le COMEX, qui est quand même pas très loin, ils te disent « mais en fait on est nul, simplement il comprend rien ». Et en Europe en particulier, parce qu'en Europe on a du mal à faire vivre le lead by example. Ouais. Et aujourd'hui, je suis fasciné de la quantité de CEO où c'est leur secrétaire de direction ou leur assistant de cabinet qui tweet pour eux. Ça existe encore. Je suis fasciné par ces dirigeants qui ne prennent pas la peine d'aller voir où sont leurs clients, quelles sont leurs pratiques, comment ils parlent, avec qui ils parlent, dans quelle communauté. Le jour où un CEO ne s'intéresse plus à ça, je pense qu'il arrête d'être CEO, il ne peut plus être CEO s'il ne s'intéresse pas à ses publics, à ses clients, etc. S'il ne va pas pratiquer lui-même, il ne peut pas apprendre et il ne peut pas conduire son organisation. Si vous travaillez dans une organisation où les tweets de votre CEO sont faits par sa secrétaire, démissionnez. Non mais sincèrement, cassez-vous. Il n'est pas obligé d'arrêter de respirer, lui, par contre. Non, mais parce que ça va mal se passer. Parce que le mec vit dans une espèce de truc à part, quoi. Alors, attends, no bullshit. Donc là, tu es en train de poser un constat qui est qu'une partie du problème que tu évoquais au début, et qu'en fait, on a une mauvaise façon de faire du marketing, viendrait du fait que les patrons pensent souvent s'être transformés et pratiquer quelque chose de bénéfique, là où les équipes savent. Pour aller plus loin et pour essayer de donner des tips, on est aussi là pour ça. Qu'est-ce que tu préconises pour ça? Parce que moi aussi, j'en ai rencontré beaucoup des CEO qui pensent aller dans la bonne direction, qui pensent savoir, voire des COMEX. Comment on peut faire aujourd'hui pour pas juste de leur dire qu'ils l'entendent, mais pour les aider à aller vers un plus de pragmatisme en fait et une meilleure organisation du marketing? C'est difficile, il n'y a pas de réponse générique par rapport à ça, et objectivement, et toi et moi, on a croisé des organisations comme celle-là, et j'en vois encore tous les jours, mon équipe en accompagne. Mais il n'entendra pas quand tu diras démissionne. Et ça va être compliqué. Aujourd'hui, je pense que... en plus, ils ont inventé un truc pour se rassurer qu'on appelle les CDO. Désolé Arnaud. Donc, je vous laisse. Ils ont nommé des CDO, c'est censé les rassurer pour leur dire j'ai quelqu'un qui est responsable de notre propre transformation. C'est vrai. Et c'est aussi... avec le courage qu'on reconnaît au CEO en général, c'est aussi un fusible. Alors, si ça ne marche pas, ce ne sera pas de leur faute. Il y a quand même un spécialiste. C'est vrai. Donc on nous a bullshité là depuis quelques années, enfin 2-3 ans, le CDO est devenu très très à la mode. Tout à fait. On en met partout. Et je trouve ça étonnant. Donc cette solution, moi, j'y crois pas du tout. D'ailleurs, quand on a découvert l'électricité, on n'a pas inventé des Chief Electricity Officers. Donc on est en train de nommer des gens
responsable d'un truc qui est censé transpercer l'organisation dans sa globalité. Et c'est déjà en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a eu une vague effectivement de CDO et puis c'est en train de se déliter sur de nouveaux postes encore et on est en train quelque part de les perdre. Et c'est marrant parce qu'on retrouve le chiffre de 3% que tu disais tout à l'heure. Il y avait une étude qui disait qu'aujourd'hui il y avait réellement 3% des CDO en France qui avaient un vrai pouvoir et qui avaient établi une vraie transformation en fait dans leur groupe. Voilà, je pourrais en citer, on parlait des femmes tout à l'heure, tu prends Magali Noé, je peux la citer pour le coup parce qu'en plus c'est très positif, à la CNP Assurance, elle a établi vraiment quelque chose d'hyper pragmatique en termes de transformation digitale, elle est allée au bout, elle a réussi sa mission de CDO, mais il y en a très peu. Très peu, ça demande beaucoup de poids dans l'organisation, bien sûr. Être assez fort dans les hiérarchies, ça demande beaucoup de changements et de faire accepter ces changements, ça demande des moyens. Ça va forcément affecter les résultats de l'organisation parce que quand une organisation passe du temps à se reposer des questions sur elle, elle fabrique moins de résultats et efficients tendus vers le business. Donc il faut accepter, choisir c'est renoncer, donc il faut accepter à quoi on va renoncer. Et se transformer et comprendre ces mutations-là pour l'avenir, c'est aussi sacrifier une partie de ses résultats. Et moi, la seule chose que je conseille à des gens que je croise qui prennent des postes de CDO, c'est je leur dis, dans le processus de recrutement, quand tu vas rencontrer le CEO, parce que si tu ne rencontres pas le CEO, c'est pas bon signe, demande-lui combien de points d'EBITDA il est capable de sacrifier pour sa transformation. Il fait peut-être 15%, 17% d'EBITDA. Combien de points d'EBITDA il va mettre là-dedans? Quelle est la part de ses résultats qu'il va injecter pour sa propre acculturation, sa propre transformation? Et cette question ne se pose pas souvent. Quand le CEO accepte de dépenser de l'EBITDA pour leur ça, réponse c'est zéro. Des fois leur réponse c'est zéro. Exactement. Voilà. Il y en a qui pensent effectivement que cette transformation c'est quelque chose de plus, mais qui ne doit rien changer ni au résultat, ni à l'organisation, etc. etc. Encore une fois, puisqu'on est là en mode no bullshit et qu'on va au bout, je te secoue encore un peu. Clairement demain, si tu as un CEO en face de toi et que tu sais qu'il n'est pas en train de prendre la direction, quel est le message? Comment on peut arriver là demain au travail en disant hey, les gars, on va changer les choses et voilà comment on va faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si je suis bien conscient que chaque entreprise est différente, que chaque CEO est différent et que l'histoire sera jamais la même, on fait comment? Parce que ton constat, en fait, il n'est pas prêt de s'améliorer, voire potentiellement, il peut aller de mal en pis. Je pense que la meilleure façon de procéder, c'est des tout petits projets, menés presque en pirate dans l'organisation, avec des résultats exceptionnels. On a fait ça dans un certain nombre d'organisations, des grosses boîtes, imaginez des grosses industries qui sont quand même pas très dans l'innovation toujours. Certains managers ont eu le courage de mener des projets un peu sous le manteau, en consacrant des budgets qui n'étaient pas censés servir à ça, et qui ont dit ok, tant pis, je prends le risque, c'est mon boulot, et je vais mener ce projet. C'est un projet qui va à rebrousse-poil de nos habitudes, dans le marketing, dans la com, ou dans notre façon de prendre la parole. On va définir ce qu'on en attend, on va mesurer ses résultats, et ensuite on va expliquer ces résultats. Et souvent, quand ça fonctionne ou quand les résultats sont exceptionnels, on se rend compte que ça crée un peu de grippe dans l'organisation, c'est-à-dire que ça crée de la traction et les gens se disent « Ah mais pourquoi on ne le faisait pas avant ?» Et ça, c'est souvent une bonne façon de faire dans les grosses organisations. Une autre bonne façon de faire, c'est quand on est dans de grosses entreprises, c'est aussi d'isoler des équipes pour travailler à des sujets qui n'ont jamais été craqués depuis longtemps. Certaines organisations butent face à des phénomènes d'innovation. Je pense à la banque de détail, par exemple. La banque de détail, elle est très chahutée en ce moment. En gros, tu es un banquier du quotidien, les gens ne veulent plus venir dans ton agence, te disent que tu es has-been, ils te parlent de tes process en te disant t'es naze, il faut que je vienne signer sur des papiers, pourquoi on ne fait pas ça online, pourquoi je ne peux pas parler à mon conseiller à n'importe quelle heure, pourquoi je ne peux pas ouvrir un compte en 2 clics, etc., etc. Et toutes les néobanques qui ne font finalement que réinventer les processus, les journées à l'intérieur de mon rapport à la banque, qui ne changent pas le métier de la banque, qui changent le design de la banque, au sens premier du terme. Et je voudrais qu'on parle de design 2 minutes.
eh bien, ces gens-là prennent l'affection des clients parce qu'ils ont compris où étaient les points de friction dans la relation entre un milieu et un utilisateur. Souvent, ce qui peut se passer, c'est de prendre des petits groupes à l'intérieur de l'organisation pour craquer des problèmes sur des petites durées. Donc, de faire ce que Google appelle les sprints de design, Google Ventures, si vous n'êtes pas familier des design sprints, allez voir la documentation de Google Ventures sur les design sprints, et d'isoler des équipes sur un projet très spécifique et en l'espace de quelques jours, de craquer le point de friction, de le prototyper, de le tester avant de le sérialiser. Particulièrement en France, on a cette culture des projets à grande échelle. On a été élevé dans les grands projets. Avec des très grands cycles, avec des très grands V. Exactement. Ça s'est appelé le TGV, ça s'est appelé, etc. Et on a cette culture très forte des grands projets avec du temps, etc., etc. Aujourd'hui, votre plus gros compétiteur, ce ne sont pas vos concurrents. Votre plus gros compétiteur, c'est le temps. C'est le time to market. C'est la rapidité à laquelle vous déplacez votre organisation. Ce que disait DB juste avant, en parlant de sa communauté. Il dit, mais j'ai pas peur d'IBM, j'ai pas peur de HubSpot. Pourquoi ? Parce que nous, grâce à notre communauté, on se déplace plus vite. Il n'est pas en déni de réalité. Il dit, ma compétition, c'est mon time to market. Et il y a trop d'organisations qui vivent hors sol. Et je ne sais pas si tu as goûté des tomates hors sol, ça n'a quand même pas le même goût que des vrais. Et ben c'est exactement ça. Les organisations, c'est pareil. Quand on vit hors sol, quand on vit dans d'autres cycles, moi je vois des COMEX, les mecs ils ont des plans à 36 mois. Le premier truc que je leur dis, bon ils me payent pour ça, je leur dis mais dans 36 mois on ne sait pas si tu seras vivant mon gars. Tu vois, surtout à l'âge de certains COMEX. À certains moments, si tu veux, tu te dis, il y en a plus derrière que devant quand même. Et des plans à 36 mois, tu te dis, mais t'es complètement taré. Tu regardes aujourd'hui des organisations qui se déplacent vite, on parle tous des plateformes, on est fasciné ou par Google ou par Facebook, etc., ou par ces modèles-là. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Ils ne sont pas meilleurs que les entreprises traditionnelles. Par contre, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils travaillent plus vite. Ils lancent plein de projets en parallèle avec de petits moyens, de petits budgets, de petites équipes. Ils mesurent obsessionnellement les résultats. Ils ne travaillent pas juste au feeling. Ils sont dans des organisations qui ne sont pas politiques. La maladie, moi j'ai la chance d'accompagner des organisations en Europe et beaucoup en Asie. La maladie en Europe, et particulièrement en France, c'est la politisation des organisations. On a à la fois de pas très bons décideurs et en même temps des couches de middle management qui ont été élevées et construites sur la rétention d'informations. C'est une catastrophe. Leur façon d'exister, c'est de retenir l'information. D'où le fait qu'on se digitalise moins vite, qu'on n'aime pas trop les réseaux sociaux d'entreprise, parce que partager l'information, c'est perdre du pouvoir. Oui, ils sont verticaux, ils ont du mal avec l'horizontalité. Que toutes les notions d'amplification sociale sont assez malmenées, particulièrement en Europe, parce que c'est culturellement difficile, etc. La transformation liée au digital, c'est une transformation culturelle. Elle n'est pas technologique, elle n'est pas sur des plans technologiques. Les technologies sont disponibles. Elles sont de plus en plus disponibles. Vous avez des tonnes de communautés qui vous les rendent accessibles ou gratuitement par le monde open source ou en modalité payante avec les éditeurs. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est sur quelle est votre organisation, comment elle est dirigée. Est-ce que les CEO reprennent leur rôle? Et leur vrai rôle, c'est d'inspirer les organisations. C'est pas d'exécuter. On ne leur demande pas d'exécuter. C'est d'inspirer les organisations, de tracer la route et de montrer où on va et de faire en sorte que les troupes y croient. Et on demande aux managers la mise en exécution et de maîtriser la mise en exécution. Et de maîtriser le contexte dans lequel ça va se passer. Beaucoup d'organisations, aujourd'hui, ont une vue, ou ont lu, ou sont un peu documentées sur la question de l'agilité, très peu la pratiquent réellement. Alors on parle plein de fois, dans plein de conférences, de processus agiles.
Combien d'organisations sont véritablement drivées par l'agilité? Très peu. La mesure de cela, elle est très simple. Il suffit de demander aux couches de middle management ou aux décideurs combien de projets ont échoué dans votre organisation. En général, il y a un voile de pudeur qui s'installe et on n'accepte pas de parler des projets qui ont échoué. Sûr, oui. La quantité de projets qui ont échoué, c'est un thermomètre de la santé de votre organisation. Il faut accepter que des projets échouent. Mais pour qu'ils ne vous heurtent pas trop fortement, il faut les faire en agilité parce que vous savez que le coût d'un projet augmente avec le temps. Donc plus le projet est long, plus il coûte très très cher. Si vous faites échouer un projet au bout de 24 ou 36 mois sur nos grands projets, c'est une catastrophe. Vous avez perdu beaucoup d'argent, vous ne savez pas comment le justifier, ni au board, ni à vos clients, ni publiquement, etc. Si vous êtes dans une situation d'agilité, vous faites des sprints et que vous arrêtez le projet au bout de 2 ou 3 sprints parce que vous voyez que ça ne va pas au bon endroit et que le prototype ne produit pas les résultats, c'est pas très grave. C'est particulièrement vrai en France. D'ailleurs, pour avoir aussi travaillé avec les États-Unis ou toi l'Asie, à un moment donné, on sait très bien qu'ailleurs, c'est pas forcément comme ça. On a un vrai problème avec le risque, on a un vrai problème avec la gestion du risque en France, et on a un vrai problème pour accepter. C'est pour ça qu'on a du mal avec le test and learn, on a du mal à avoir des cycles courts. Enfin bref, tout ce mindset que tu dis depuis tout à l'heure, c'est un mindset qu'on a du mal à avoir. Donc une des solutions, effectivement, c'est de continuer à acculturer. Parce qu'on en a besoin, et d'oser faire des petites success stories, de les mettre en avant, parce que ça prouve, ça démontre. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des POC, faire des POV qui ont une vraie valeur ajoutée. Donc ça, ce sont des solutions que tu préconises clairement parce qu'elles fonctionnent bien. Quoi. Clairement. Okay. Et je pense aujourd'hui qu'on n'est pas assez nombreux et qu'il faut qu'il y ait plein de gens dans les organisations qui les fassent changer de l'intérieur. Oui, de l'intérieur. Après, c'est pareil, c'est facile à dire. Après, faut-il y arriver à un moment donné? Faut-il qu'une entreprise ait fait le choix d'accepter de faire venir ce type de personnes, ou que les personnes qui sont déjà dans les entreprises osent à un moment donné élever un petit peu la voix et prendre une posture de personne qui va acculturer? C'est pas non plus évident. On peut comprendre que ce soit pas si évident que ça. Tu sais de ceux que je connais, des études que je lis, tu sais quelle est la préoccupation principale des CEO de grosses boîtes en France? Prenons le CAC 40. La population principale. Leur obsession, leur préoccupation principale. Dis-le nous. La capacité à continuer à attirer des talents. Recruter et retenir. La rétention et le recrutement. Je suis conseil d'un CEO d'une des plus grosses boîtes de conseil dans le monde. Je vais vous en citer 4, c'est une d'entre elles, 3-4. Prenez Bain, McKinsey, EY ou Deloitte. Voilà. Il y a le CEO Europe d'une de ces boîtes-là et je travaille avec lui depuis de nombreuses années. Et il me disait, il n'y a pas très très longtemps, appelons-le Jean-Pierre, il me disait, Manuel, c'est dingue, on allait à la sortie des écoles avant, comme de vieux pervers. Et tous les gamins voulaient venir chez nous. HEC, etc. etc. Et on avait un pouvoir d'attractivité de dingue. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. On se chope le 2e, voire le 3e choix. Ils vont ailleurs. Ils n'ont pas peur de la précarité. Ils se lancent dans des projets... attirés par les startups. Auxquels on ne croit pas. Ils vont dans les startups, ils vont chez les plateformes. Créer leur startup. Ils nous disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de carrière. Ils veulent un projet. Normal. Mais je lui dis, mais dans quel monde tu vis? Je lui dis, mais des jeunes, tu en as vu depuis combien de temps? Enfin, la dernière fois que tu as vu un mec qui sort de l'école, c'était quand? Il me dit, ah, mais c'est pas moi, c'est mes RH qui gèrent ça, etc. Je lui dis, mais c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu les comprends plus. La rétention et l'attractivité, c'est leurs 2 préoccupations principales. Là, ils se rendent compte qu'ils attirent de moins en moins et que c'est de plus en plus difficile d'attirer des talents. Si en plus, de l'intérieur, leur manager commence à leur dire « le contexte dans lequel vous nous faites travailler n'est pas le bon, et si vous ne réunissez pas ce contexte, on trouvera d'autres endroits pour travailler à des choses qui font plus de sens pour nous », là, ils vont bouger. Ils vont bouger parce que sans leurs équipes, ils ne sont rien.
Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'exercer de l'intérieur une forme de pression sur les organisations. C'est vraiment, vraiment important. Je pense qu'une des choses majeures aussi qu'on n'a absolument pas dans les organisations françaises, et j'en parlais tout à l'heure, c'est le design. Je suis frappé par la quantité d'organisations qui n'ont pas de designer. Alors quand je dis designer, c'est un mot un peu faux ami, surtout en français. Donc c'est pas le mec qui rend les choses jolies et qui fait du Photoshop. Le designer, c'est au sens vraiment de la conception du processus. Donc c'est celui qui va étymologiquement désigner le processus, le formaliser, etc. Bon. Moi, je pense honnêtement que le XXe siècle a été le siècle de l'ingénieur et que le XXIe sera celui du designer. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les technologies sont globalement disponibles. Le problème, c'est ce qu'on fait avec ces technologies. Et j'en reviens à mon point d'introduction. Automatiser à tout prix ce qu'on est en train de faire, bon, ben c'est super, mais c'est une fuite en avant de se poser la question ce qu'on est en train de faire déjà aujourd'hui. Si vous n'avez pas de designers dans vos organisations, recrutez urgemment des designers, même si vous ne savez pas exactement à quoi ils vont vous servir. On a une chance extraordinaire en France, c'est que, et ça me tue, on a une des plus belles écoles de la statistique. Sur les enjeux de la data, on a des professionnels incroyables sur ces questions. On se les fait piquer. On fabrique de très bons ingénieurs. On se les fait piquer. Parce qu'on veut les faire bosser chez Thales. Les mecs, ils vivent en noir et blanc. C'est l'ORTF chez eux, en fait. Et on a, parmi les meilleures écoles de designers, ils font rien. Nous, on a des programmes de recherche avec des écoles de designers françaises. On voit dans nos agences, voir des Français partir, qu'on fait des écoles extraordinaires aux US, en Asie, en Afrique, en Inde, parce qu'ils disent, quand je discute avec des boîtes françaises, il faut déjà que je passe sur mon cycle de recrutement 3 entretiens à expliquer ce qu'est un designer. Ouais, bien sûr. Et pendant ce temps, on se les fait bouffer par d'autres. Le designer est certainement celui qui est capable de vous fabriquer la valeur ajoutée dont vous avez besoin pour protéger votre marge. Le designer est celui qui va vous empêcher des dénis de réalité. Le designer est celui qui va vous renvoyer à la tête l'utilisateur, le client, dans toutes les réunions. Parce qu'ils sont formés pour ça et ils savent l'appréhender. Le designer va empêcher votre organisation de vivre à une autre époque avec de vieux modèles. Il va vous dire, si vous êtes une boîte de service par exemple, nous n'avons pas la solution. Et le client n'est pas en train de nous acheter une solution. Le client est en train d'exprimer un problème. Je vais mettre en place une méthode qui va nous permettre, entre l'expertise métier qu'il a et notre expertise et notre savoir-faire, de trouver la solution ensemble. Le bon usage. C'est le co-design, la co-construction. C'est ce qu'a fabriqué Gmail, c'est ce qu'a fabriqué Spotify, etc., etc., etc. Et ça, mais c'est hallucinant de voir qu'il n'y a pas de designer dans les organisations. Des fois même, il n'y a pas de département de design. Oui, c'est vrai. Ouais. La plupart du temps, il n'y en a pas. Ouais. Et quand on a des designers, généralement, c'est pas non plus pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise perception de leur métier. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, que tu conseilles clairement, c'est d'aller vraiment chercher pour des bonnes raisons des vrais designers, pour travailler des usages qui sont à valeur ajoutée par rapport aux vrais besoins de nos clients. Ça paraît bête quand on le dit comme ça, pourtant. C'est une évidence. Moi, je prétends pas vous dire qu'on a trouvé la méthode miracle et que la secret sauce est là et que je vais vous dévoiler le secret de la secret sauce. Non, c'est pas ça. Mais c'est des choses extrêmement simples, pragmatiques, mais qu'il faut mettre bout à bout. Il y a un problème de leadership, il y a un problème de méthode, c'est l'agilité, il y a un problème de pragmatisme, et je pense que les designers peuvent beaucoup apporter dans la capacité à avoir du pragmatisme dans les organisations. Et puis, il faut être conscient de l'époque dans laquelle on vit, et il faut, tant sur le plan externe, savoir où sont vos clients et comment vous allez devoir les marketer et rentrer dans leur cercle d'attention, mais tant sur le plan interne, être capable de
proposer des organisations qui présentent des challenges, des projets excitants pour la génération des gens que vous voulez recruter. Puisque j'en arrive là, on met beaucoup d'argent dans les moyens, dans les projets de marketing et d'innovation. Le parent pauvre de cela, c'est l'interne. On met de l'argent vers les projets externes, on achète des plateformes d'automatisation, on met de l'argent dans le CRM, on met de l'argent dans la data, etc., etc. Combien d'argent mettons vers l'interne? Très peu. Moi, je pense que le bon rapport, c'est 3 € dehors, 1 € dedans. Parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, de mon point de vue et ma conviction intime, c'est que vous ne fabriquerez pas de nouvelles expériences clients sans expérience employée. Si le mec derrière le guichet à la banque, vous lui avez collé un terminal en AS400 ou un truc qui ressemble plus à un Minitel qu'à autre chose, chaque fois qu'il veut faire une opération, ça lui prend un temps astronomique dans une ergonomie pourrie, comment voulez-vous qu'il réenchante l'expérience client et qu'il leur parle de Apple Pay ou des nouvelles formes de paiement? Il y en a qui se reconnaissent là ou pas? Non, c'est bon. C'est une catastrophe. C'est donner un verre d'eau fraîche à un mec en enfer. Ok, ça va l'aider 3 secondes. N'hésitez pas à tweeter. Hein, et je pense qu'on ne met pas assez d'argent vers l'interne. On est toujours obsédé vers les programmes externes. Pourquoi? Parce que les organisations ne travaillent que le court terme. On veut absolument aller chercher ce petit bout de croissance de plus, ces clients de plus, cette nouvelle frange de population qu'on n'a pas dans nos clients, étendre nos marques vers des tranches d'âge qu'on n'a pas, etc., etc. Le profit très court terme. On travaille très peu le moyen et le long terme. Si vous ne travaillez pas votre expérience employée, vous perdrez vos ressources, votre organisation aura de moins en moins de sens pour eux, et surtout, les premiers ambassadeurs de la marque qui sont vos collaborateurs vont dire des choses horribles sur vous. Parce que, histoire vraie, le mec derrière le guichet de la banque, il te dit « Je peux le faire, ça va me prendre 40 minutes, repasser, parce que le système que j'ai sous les yeux là, il est 12 fois moins ergonomique que celui que vous avez dans les mains. » Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu penses de l'enseigne bancaire dans laquelle tu es au moment où il te dit ça? Oui, bien sûr, et puis c'est quelque chose que tu transmets, c'est une émotion que tu transmets. Moi, ce que j'ai souvent éprouvé, c'est un matching en fait entre deux choses que tu as dit. Tout à l'heure, tu parlais de success story. Tu le traitais sous, on va dire, le prisme du success story vers les clients, qu'ils soient en B2B ou en B2C. Les super success story à mettre en place dès le début dans une entreprise sont internes en fait. Parce que quand tu commences à faire des success stories comme ça, une forte valeur ajoutée en termes d'expérience, tu travailles sur la marque employeur, donc tu travailles aussi sur la réputation de ta marque, et quelque part après ça rejaillit positivement vers l'extérieur parce que ambassadé par les collaborateurs eux-mêmes, et ça leur donne envie de travailler ensuite concrètement sur les success stories qui vont venir pour les clients. Donc ça c'est quelque chose aussi que tu préconises de commencer par ça, ou est-ce qu'il faut adresser les deux? Dans quel sens toi tu le fais? C'est ce que je disais, c'est-à-dire que si tu mets des moyens vers l'extérieur, il faut absolument, c'est les deux faces d'une même pièce. Il faut s'interdire de voter des nouveaux projets, des nouveaux budgets pour de nouvelles formes de marketing, de campagne, etc. à destination des clients, sans adosser les moyens internes qui vont avec. Il ne faut pas être moins 10 ans, en fait sur les projets internes. Alors pour moi le rapport n'est pas identique, on ne peut pas mettre autant d'argent à l'extérieur qu'à l'intérieur parce que ça va être compliqué, mais il faut absolument corréler des programmes de transformation interne parce que ce sont les gens qui vont soutenir ça. Ce sont eux qui vont être les ambassadeurs de ce que vous allez faire en forme d'innovation. Mais parfois c'est héroïste. Si tu aides la personne dont tu parlais tout à l'heure à ne plus traiter un dossier en 40 minutes mais en 12, c'est-à-dire tu as eu aussi une approche qui certes est interne et pourtant héroïste et qui va être bénéfique quand même pour l'organisation et quelque part vers l'extérieur. Mais il faut sortir insidieusement. Oui, je suis d'accord, et il faut sortir de cette habitude. Donc il faut aller chercher ces succès-là aussi. Oui, et il faut sortir de cette habitude qui pense que quand on met de l'argent vers l'interne, c'est de l'argent perdu. C'est ça, tout à fait. C'est des centres de coûts. On est dans un monde où la connaissance n'a presque plus de valeur.
La connaissance, elle est partout, elle est disponible tout le temps. La question, c'est pas ce qu'on sait, parce que ce qu'on sait, il y a plein d'autres gens sur la planète qui le savent aussi. Qui on est et comment on l'exerce dans le contexte d'une culture d'entreprise, ça c'est beaucoup plus unique. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment on aide nos collaborateurs à être la partie vraiment soft skills par rapport aux hard skills, à être le bon collaborateur dans notre organisation, à avoir le bon réflexe, à être lui-même un agent de transmission et de formation, à recevoir de l'organisation, certes, un peu de connaissances, mais surtout l'autorisation de se tromper, l'autorisation d'apprendre, l'autorisation d'expérimenter. C'est ce contexte qui fera que les gens vont s'épanouir, vont rester et n'auront pas peur d'affronter ce nouveau monde. Parce que si on ne leur donne pas ces éléments-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent et qu'ils éprouvent lorsqu'on leur dit « on va changer toutes nos habitudes ». On ne peut pas faire face à la nouveauté, à l'adversité, etc., etc., sans un cercle de confiance premier. Et c'est pour ça qu'il faut injecter de l'énergie et des moyens vers l'interne. Parce que être capable d'inventer, de remettre en cause ce qu'on est et comment on le fait, ça demande d'être en confiance. Et aujourd'hui, dans nos organisations, les collaborateurs sont plus sous pression qu'en confiance. Et donc, par voie de conséquence, le degré d'innovation est très faible. Parce que du coup, quand on est sous stress, on n'invente pas. On ne prend pas de risques. On n'innove pas. On donne à son boss les résultats immédiats qu'il nous a demandés. Et qu'il veut entendre. Et qu'il a envie d'entendre. On ne se pose plus la question de l'intérêt ou de la finalité. On exécute. Il m'a demandé ça, je fais ça, parce que de toute façon, je sais qu'il ne comprendra pas la suite, et puis il va me mettre de la pression. Donc, c'est ça l'enjeu. Et comme on est dans une époque où tout se réinvente, que ce soit le marketing dont on parle aujourd'hui, mais aussi les produits, mais aussi les services, mais aussi la relation client, etc., etc., si on ne crée pas un contexte favorable dans lequel on peut inventer, on peut innover, on peut fabriquer de nouvelles relations entre les collaborateurs pour faire naître une forme d'innovation, on n'y arrivera juste pas. Et ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de plateforme. Vous pouvez leur donner toutes les technologies, toutes les plateformes que vous voulez, s'ils ne sont pas dans le bon contexte, ils n'en feront rien. Mais rien. Rien du tout. Manuel, avant de passer aux questions-réponses, que je crois qu'il est 11h15, et hop, pile poil à la bonne seconde, je voulais te demander, est-ce que tu traites de ces sujets-là sur ta chaîne Marche ou Crève? Alors, qui connaît ici la chaîne YouTube Marche ou Crève? Quelques-uns quand même. Ça veut dire encore qu'il y a quelques personnes qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à aller sur YouTube et regarder en fait les vidéos. Tu produis combien de vidéos par semaine en moyenne? 3 par semaine en général. Donc en termes de contenu, c'est d'une richesse phénoménale. N'hésitez pas à regarder cette chaîne. Moi, je sais que je la regarde beaucoup. Alors tous les sujets, 100% des sujets me touchent pas de la même manière. Mais en termes de transformation no bullshité, c'est une belle chaîne à regarder. N'hésitez pas, on parle d'actions concrètes, n'hésitez pas aussi à viraliser ça un petit peu dans vos organisations. Moi, ça m'est arrivé de le faire découvrir, cette chaîne-là, en fait, à mon patron, à un moment donné. Et lui-même, il s'était pris au jeu et il me disait des fois, tiens, ce que tu me disais l'autre fois, t'as vu, c'était dans cette émission. Enfin, voilà, ça peut, c'est le genre de chaîne, en fait, qui peuvent effectivement aider. Je cherche pas à faire ta promo à ta place, c'est gentil, merci. Mais pour l'avoir vécu, voilà, je veux le mettre en avant. Donc voilà, la chaîne Marche ou Crève. Est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, on est là, si possible, en mode no bullshit. Depuis tout à l'heure, on essaie de dire un peu comment Manuel vit tout ça, moi aussi, dans une moindre mesure. Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à Manuel? Il y a une question qui vient de Norman Pratch, là-bas, je crois que... Tout simplement, est-ce que de toute façon, les entreprises vont pas être obligées de faire face à ces changements d'investissement, l'orientation de l'investissement aussi vers l'interne, tout simplement parce que les générations évoluent. Il n'y a pas que le marché qui évolue, mais les gens, l'employabilité des gens sont plus volatiles. On a l'impression que leur pyramide de Maslow est un peu inversée parce que ce qui les intéresse, c'est plutôt l'épanouissement plutôt qu'en fait finalement avoir un salaire pour avoir un toit. Donc, soit on y fait face, soit à un moment, c'est marche ou crève là un peu aussi, non? Tu l'as dit, d'où le nom de ma chaîne. Mais oui, évidemment. Et après la question,
c'est la façon dont on s'y prend. C'est-à-dire que le subir, être dans une organisation qui va le subir ne produit absolument pas les mêmes effets ni sur les gens ni sur les résultats que être dans une organisation qui prend le sujet de front et qui l'accepte. Vous connaissez cette histoire sur les grenouilles. Prenez 2 casseroles, vous mettez avec de l'eau, mettez une grenouille dans la première casserole et puis vous montez la température de degré en degré, etc. Puis vous mettez une casserole d'eau bouillante et vous jetez une grenouille dans cette casserole d'eau bouillante. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui. Celle qui va survivre, c'est celle que vous jetez dans l'eau bouillante. L'autre va se laisser endormir petit à petit et va mourir. C'est ce qui se passe dans les organisations aujourd'hui, de mon point de vue. On se laisse endormir. Tous les jours, on prend de nouvelles contraintes. On engrange ces contraintes petit à petit. Et puis, on se laisse endormir, on ronronne. Et on n'a plus ce réflexe qui est de se dire « mais on n'est juste pas au bon endroit ». Il faut juste accepter de shifter, de pivoter, comme disent les startups. C'est ça le sujet, à mon avis, en fait. Et moi, ma réponse, Norman, c'est que en fait, l'obligation dont tu parles, est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation 2 ? Pour moi, on l'a pas en ce moment. Genre, ça fait 10 ans qu'on est dans cette obligation-là. Et mine de rien, 90% des boîtes se sont quand même laissées endormir, quoi. Donc, à un moment donné, c'est bien beau de se dire on est dans l'obligation et donc il faut il y a qu'à, faut qu'on. Mais concrètement derrière, so what, quoi. Je veux dire, si personne ne prend le sujet à bras le corps, quitte à prendre soi-même un risque en disant ça va pas, on va mourir, donc je prends le risque de faire quelque chose comme le proposait Manuel tout à l'heure, on pourra se dire dans 10 ans encore, est-ce qu'on n'a pas obligation de blablabla. Et les jeunes, ils iront dans des startups, mais ils iront pas chez Thales, quoi, a priori. Si on veut reprendre l'exemple, ne citez pas Thales sur Twitter, s'il vous plaît. C'était un client et je les aime bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour, merci pour cette intervention. Je crois que le maître mot sur lequel tu es passé super vite, c'est la notion de courage. La confiance, c'est une chose, mais le courage, c'est encore le stade au-dessus. Et comment tu fais, toi, au quotidien, pour réussir justement à instiller du courage, a fortiori quand tu interviens auprès de tiers? Je veux dire, le faire dans sa boîte, c'est une chose, mais le faire pour des clients, c'est encore autre chose. Dans mon organisation, nous, on a une règle extrêmement simple, c'est vaut mieux demander pardon que demander la permission. Donc ça, en interne, chez nous, c'est ce qui, je pense, amène les collaborateurs à être dans une forme de rapidité d'action. Et surtout, il y a le corollaire de cette règle, c'est qu'on interdit aux managers de sanctionner des initiatives qui ont échoué. Par contre, on garde la mémoire de la pattern de ce qui a échoué, et il est parfaitement autorisé de se tromper, mais pas plusieurs fois de la même façon. Sinon, on est un peu con, quoi. Donc, on est OK pour expérimenter, mais on n'est pas OK pour financer la connerie. Après, chez les clients, alors, déjà, nous, on a une approche assez particulière du marché, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de com, on ne fait pas de pub, on ne fait aucun appel d'offres. Donc, les clients viennent nous voir avec des problèmes. Ensuite, on leur donne des notes en leur disant « Je comprends votre problème », on va passer plusieurs séances de travail à comprendre leur problème, on va leur dire « Voilà comment nous, on pourrait le régler ». Et là, c'est exactement comme une feuille de route avec un ministre. C'est-à-dire qu'on va donner à la fois notre feuille de route de travail et on va donner en même temps, à la différence de beaucoup d'agences qui vous loquent dans des contrats sur la durée, on va donner en même temps la résignation du contrat qu'ils vont signer. Donc le mec est en situation d'accepter la feuille de route et comment on va le faire, mais il a aussi le bouton pour tout arrêter quand il le veut. Et on lui donne ce pouvoir. Le corollaire de ce pouvoir, c'est qu'on veut carte blanche sur notre feuille de route. Et c'est la condition sine qua non pour démarrer la mission. On va lui dire qu'après notre diagnostic, qu'on va désassembler certaines équipes, écarter certains managers qu'on a diagnostiqués. Je vois beaucoup à la tête d'organisation des autorités, je vois assez peu de leaders. Par contre, j'en croise beaucoup dans les strates en dessous. Et nous, notre boulot, quand on prend ce genre de mission, c'est d'aller les chercher
et de les faire grimper sur des projets. Pour répondre rapidement, c'est à peu près ça le contexte dans lequel on le fait. Et si on n'a pas ce contexte, on ne le fait pas. Et on a cette chance de pouvoir choisir nos clients. Oui ? La question est sur l'itération, en fait, on est d'accord ? Sur le processus itératif. C'est logique quand on est mindé plutôt start-up ou quand on vient de ce secteur-là, etc. Quand on est un gros industriel qui va fabriquer des produits où il y a des délais de fabrication, que la fabrication n'est pas au même endroit, elle est à un autre endroit sur la planète, etc., etc., on travaille déjà sur des cycles longs. C'est un traumatisme pour ces gens-là d'accepter de financer des protos qui peuvent ne pas sortir, parce que ça coûte très cher. C'est un traumatisme pour ces gens-là d'accepter qu'une partie de l'innovation peut venir de leurs sous-traitants. Donc, de revoir les frontières de communication dans l'entreprise, de faire plus de perméabilité et un peu moins d'imperméabilité avec leurs sous-traitants, qui souvent ont des matières, des produits, des éléments d'innovation qu'ils ne soupçonnent même pas, parce qu'ils les traitent comme des sous-traitants. Donc ces mecs reçoivent des cahiers des charges, on leur demande d'exécuter un truc, etc. Si vous avez une collaboration, notamment dans les produits high-tech, entre des marques qui sont pensées en Occident et exécutées en Asie, ces marques-là ont énormément de mal à partager une forme d'innovation avec leurs fabricants. Et ceux qui le font s'en sortent un peu mieux que la moyenne. Prenons cet exemple, c'est exactement la raison pour laquelle, par exemple, Apple ne fabrique ses produits que dans une usine, chez Foxconn et nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils conçoivent chez eux, mais ils prototypent avec Foxconn qui ne travaille que pour eux. Et pour personne d'autre. Ils se sont achetés cette forme d'exclusivité et de relation exclusive avec ce fabricant parce qu'ils savent que malgré tout ce qu'ils designent, malgré tout ce qu'ils inventent, à un moment, il va falloir essayer. Et quand on ne le fait pas, on fabrique des téléphones qui explosent, et ça s'appelle Samsung. Et si vous ne connaissez pas cette anecdote, elle est extrêmement liée à la culture coréenne. Je vous la raconte en 2 secondes très rapides. Je vais être obligé de caricaturer, parce qu'on n'a pas le temps de raconter les détails. Dans la culture coréenne, on ne peut pas dire au chef qu'il se trompe. Ce qui leur a posé énormément de problèmes dans l'aviation notamment, parce que du coup le rôle du copilote est un peu compliqué, mais je ne vais pas m'égarer. Tous les ingénieurs de cette série-là de téléphones dont on a tous entendu parler, qui sont pour certaines compagnies même interdits au boarding dans certaines compagnies, tous les ingénieurs de l'équipe opérationnelle savaient qu'il y aurait un problème dans la gestion de la batterie. Leur culture leur a interdit de le dire et ils ont lancé la fabrication. On est exactement dans l'antithèse de l'itération, la mesure du résultat, etc., etc. Ça arrive même au plus gros. C'est un manque de pragmatisme. Et là, il s'explique par un biais culturel. Dans d'autres organisations, il peut s'expliquer par un défaut de connaissance, un défaut de collaboration avec des sous-traitants ou autres, etc. Mais c'est ça l'enjeu, finalement. Lutter contre les biais, des fois, et aller vers plus de rationalité, c'est quelque chose d'important et qu'on a du mal à faire dans les organisations, dont les biais culturels. On va faire une pause juste. On va faire une pause parce que... Une dernière question là. Le monsieur, il a attendu. Sois gentil avec lui. Tu sais que c'est pas facile pour moi, quoi. Très vite. Vous comprendrez pourquoi après. J'ai une question concernant la mise en œuvre des préconisations. J'ai l'impression que dans les entreprises, et l'expérience de Manuel m'intéresse au plus haut niveau. C'est un peu la tour de Babel. Différents services parlent un langage différent, mais pour le même projet au final. Et ma question sur la mise en œuvre des préconisations, elle concerne tout particulièrement les investisseurs. Parce qu'eux ont un langage qui est complètement différent des opérationnels, complètement différent de la direction, parfois.
quelle est ta préconisation? Comment fais-tu pour la faire accepter dans une entreprise? Alors, c'est vrai que les investisseurs... C'était pour ça la dernière question, des fois c'est chaud. Je vais faire court et puis on prolonge après si tu veux. Avec vous ce midi. Mais je fais court. Les investisseurs, ils ont un langage universel. Moi-même, je suis actionnaire de certains fonds d'investissement. Il y a un langage universel qui les préoccupe, qui est la raison pour laquelle ils mettent un ticket ou pas. Moi, je suis actionnaire d'Isaïe, par exemple, qui est un fonds qui a fait Blablacar et d'autres investissements. C'est le risque. C'est pas le montant, c'est le risque. C'est quel est le risque? Est-ce que je l'appréhende? Est-ce que je l'ai mesuré? Est-ce que je le comprends? C'est pas qu'ils n'aiment pas le risque, c'est qu'ils ont besoin de le comprendre, de le cerner pour y aller, pour avancer. Donc ça, c'est la première chose. Si tu y vas en disant « j'ai plusieurs pistes devant moi et je vais amoindrir le risque en finançant en parallèle plusieurs options et on va découvrir quelle va être la bonne parce que justement on ne fait pas all-in sur A ou B », je pense que tes investisseurs vont l'entendre d'une façon extrêmement positive. Simplement, il faut le leur expliquer. Ce qu'ils pourraient percevoir comme de la dispersion ou le fait de saupoudrer un peu d'argent un peu partout et un manque de leadership en se disant « ah mais ils partent dans tous les sens, etc. » Il faut aller les voir avec une vraie matrice qui leur dit « aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc il faut tester. Donc voilà les 4 options à tester. On va mettre peu de moyens. Voilà les KPI qu'on va mesurer. Et à la fin, on débriefe ensemble et on saura l'option qui est la bonne. » Ça leur parle parce qu'ils ont l'habitude de gérer du risque. Merci. Alors pour les autres questions, je vous demanderai si c'est possible d'attendre juste le déjeuner ou les heures suivantes, parce que Manuel sera là. Tu pars à quelle heure? Je crois que tu as un train. Vers 17h, tu pars? 15h, je crois. 15h, voilà. Maintenant, je voudrais juste quand même, comme c'est l'anniversaire de Manuel, je propose quand même qu'on fête un petit peu ça, quoi. Ça me ferait un peu mal au cœur si on ne le fait pas. Désolé pour la grosse honte qu'on va tous se taper, mais Happy birthday to you, Sir Manuel. Joyeux anniversaire Manuel. Allez, tout le monde là, il n'y a pas de raison, on va tous avoir honte. Anniversaire Manuel Diaz Di Machina. L'anniversaire 40 ans. Je savais pas ça. Merci. Ah bah bienvenue dans la quarantaine. Beaucoup. Merci, j'avais dit on n'en parle pas, mais ok. Ah oui, puis là, on n'était pas censé donner le chiffre. Un bisou de Monique. Web Mechanics Certified Agency. Merci, merci à Monique. Non, merci pour votre accueil. J'étais très touché et j'étais ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que ça a été une discussion intéressante pour vous. Merci. Merci beaucoup Manuel.